La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Au soir de sa victoire, Emmanuel Macron avait annoncé l'ouverture, je cite, d'une nouvelle ère. Le président de la République a promis, je cite encore, l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux. Alexis, selon quelle modalité à votre avis et surtout, est-ce que vous y croyez ? Alors, la formule est floue. Une nouvelle méthode refondée ou refondue pour 5 années de mieux. D'abord, c'est pas très bien écrit. Là, le speechwriter n'a pas fait beaucoup d'efforts. Ça a dû être fait à toute vitesse. Et puis, ça ne recouvre, vous en êtes d'accord avec moi, aucun contenu particulier. Ça peut vouloir dire tout et son contraire. Donc on est là, j'allais dire, dans les pires aspects du macronisme, c'est-à-dire l'alliance des contraires et des formules... On n'est pas dans un temps de latence, Alexis ? Et comme on dirait de manière populaire, des formules verbales. Mais vous avez raison, nous sommes dans un temps de latence. Et Emmanuel Macron aime bien, il pratique volontiers les mea culpa. Il a pris conscience, naturellement, au vu des résultats du premier tour, mais aussi au vu des résultats du deuxième tour, qui constituent pour lui une nette victoire, mais quand même une nette victoire conquise de haute lutte. Il faut bien vous dire que c'est quand même conquis de haute lutte, avec un Rassemblement national qui est à 42%, ce qui est beaucoup. Il a évidemment pris conscience que certains aspects de sa gouvernance ne satisfaisaient pas des millions de Français et des millions de Françaises. Notamment, bien sûr, c'est ce à quoi Pierre-Alexandre Anglade, dans le son que vous venez de passer au micro de notre ami Christophe Barbier, faisait référence, l'absence de concertation dans un certain nombre de dossiers que la Macronie a voulu mener à son terme pendant ce quinquennat finissant. Concertation, Alexis, avec les corps intermédiaires notamment ? Alors voilà, ce qu'on sait, si vous voulez, rétrospectivement, c'est qu'Emmanuel Macron avait une urgence d'agir. Donc en 2017, il a d'ailleurs lui-même théorisé, puisqu'il fait aussi le service après-vente de sa propre action, il a théorisé ce qu'on appelait la posture jupitérienne. Qu'est-ce que ça voulait dire dans l'esprit d'Emmanuel Macron ? La posture jupitérienne, c'était, j'allais dire, une interprétation très personnelle de la Ve République. C'est-à-dire, je suis un président, bien sûr, mais je suis surtout un super ou un omniprésident qui va concentrer tous les leviers de la décision au détriment, vous avez raison, des corps intermédiaires, peut-être aussi d'ailleurs des représentants syndicaux, des maires de province, ces grands féodaux qui se sont sentis immédiatement d'ailleurs évincés du système, mais aussi tout simplement, plus simplement, qu'est-ce que prévoit la Constitution de la Ve République ? Elle prévoit à l'intérieur même du pôle de l'exécutif qu'il y a une diarchie. Cette diarchie repose sur le président de la République, bien évidemment, mais aussi sur son Premier ministre. Or, quelle est la caractéristique, on va dire, de la Ve République depuis une quinzaine d'années ? C'est que vous avez un resserrement des liens de dépendance qui unissent Matignon vis-à-vis de l'Élysée. Pour le dire autrement, le Premier ministre est de plus en plus considéré par les présidents successifs comme un collaborateur. C'était d'ailleurs de la phrase de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de François Fillon. C'était le cas de Nicolas Sarkozy, l'un des mentors politiques d'Emmanuel Macron lorsqu'il était à l'Élysée. Il considérait avec un certain dédain François Fillon comme son collaborateur. Fillon ensuite s'est vengé de multiples manières de ses avanies. Et ce que l'on peut dire au fond sur les 5 années qui viennent de s'écouler, avec certaines réformes tout à fait bien accomplies, c'est qu'elles ont été accomplies dans le cadre de cette hyper-présidentialité où le Premier ministre, et là ça tombe bien, d'ailleurs Jean Castex n'a jamais eu de velléité d'autonomie particulière, où le Premier ministre a une courroie qui le relie directement à l'Élysée et ne prend pas de grandes décisions stratégiques indépendamment du feu vert de l'Élysée. Et ça va même plus loin. Disons la vérité, on doit la vérité à nos auditeurs. Beaucoup de ministres sont gérés en direct par l'Élysée et même par le président lui-même. Le président a pris l'habitude de donner directement ses instructions, ses demandes, voire ses ordres à ses ministres. Vous voyez bien que c'est un fonctionnement de la Ve République, indépendamment même de la question des corps intermédiaires, qui laisse présager que s'il y a vraiment une volonté sincère, et c'est possible, de présider autrement, il va falloir changer beaucoup de choses dans la mise en application des circuits de décision au sommet de l'État. Alors, vous avez 2 interprétations possibles. Si vous pensez comme certains psychanalystes lacaniens qu'il y a une petite musique de chaque personnalité, vous devez répondre par la négative.
Emmanuel Macron a beau faire tous les discours qu'il veut, il ne changera pas. Il ne changera pas. Je ne sais pas s'il faut penser comme ça. C'est une façon un peu essentialiste et déterministe de penser. Peut-être, y a-t-il à l'orée de ce second quinquennat un désir tout à fait sincère d'Emmanuel Macron de faire évoluer sa gouvernance vers plus de prise en compte de la diversité des acteurs sociaux et des acteurs politiques, et notamment bien sûr en province. Alors la gouvernance, Alexis, et le gouvernement en particulier, Emmanuel Macron devrait nommer son nouveau Premier ministre d'ici la semaine prochaine. Quels sont les scénarios les plus crédibles concernant le successeur de Jean Castex? Alors vous avez bien compris, Steve, avec votre sagacité habituelle, que Paris bruit des rumeurs les plus folles depuis 48 heures. Commençons par les rumeurs alimentées directement par la Macronie. Celles qui semblent baroques, mais qui ne l'est peut-être pas, entourent le chef... Il faut bien dire que c'est le grand bluff en ce moment. Oui, de toute façon, si vous voulez, c'est un poker menteur à tous les étages. D'abord, vous avez sans doute de nombreux candidats que les médias, que nous-mêmes ne connaissons pas. Des gens qui font des offres de services directement en téléphonant ou en envoyant des emails à Emmanuel Macron. Et puis... en règle générale, l'intérêt, si vous voulez, d'un pouvoir conforté par ce beau pourcentage de 58%, c'est de faire monter les enchères et donc de glisser des noms à certains journalistes pour qu'ils s'en emparent et qu'ils en fassent, si vous voulez, toute une mayonnaise. Alors faisons nous-mêmes la mayonnaise. Le nom qui circule depuis 24 heures, c'est le nom d'Arnaud Montebourg. Lui-même a éclaté de rire quand on lui en a parlé au téléphone, il était en vacances, il a éclaté de rire. Néanmoins, Arnaud Montebourg a visiblement été conseillé à Emmanuel Macron comme recrutement possible pour Matignon par celui qui est devenu l'un des conseillers officieux mais influents d'Emmanuel Macron, qui n'est autre que Jean-Pierre Chevènement. On sait que Macron avait commencé dans le chevènementisme, et au fond ça tombe bien, il finit aussi dans une forme de chevènementisme puisqu'il a maintenant les conseils de son ami Jean-Pierre à peu près quotidiennement. Et donc Jean-Pierre Chevènement lui disait, mais au fond ça serait un assez bon coup que vous feriez, que tu ferais, je ne sais pas, si tu faisais venir Arnaud Montebourg, qui représente justement en partie cette France du travail, cette France des laissés pour compte, cette France qui en tout cas veut un autre cap économique. On sait, Steve, que évidemment c'est là-dessus aussi que Emmanuel Macron a gagné des voix dans l'entre-deux tours, puisqu'il a beaucoup parlé à la gauche. Les autres pistes plus technocratiques peut-être, voilà. Alexis ? Et les autres pistes sont infiniment plus technocratiques. Il y a d'abord la piste, de l'absolue fidélité. On sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas trop, là j'y reviens, mais je crois que c'est un élément de réalité qui n'est pas un jugement de valeur. Il n'aime pas trop l'autonomie de ses collaborateurs. Il aime avoir des gens qui sont des fidèles et qui lui obéissent. Qui lui obéissent même s'il avait fait le choix en 2017 d'Édouard Philippe, qui n'était pas un de ses proches. Oui, justement, mais ça s'est plutôt mal terminé. Enfin, vous voyez, c'est l'autonomisation progressive d'Édouard Philippe ne lui a manifestement pas convenu. Et donc, si vous voulez, on est plutôt quand même sur le retour à une équipe resserrée. Alors, le nom qui revient beaucoup, oui. Ça ne veut pas dire qu'il va être nommé naturellement. Mais le nom qui revient beaucoup, c'est le nom d'un jeune techno, vraiment jeune, qui fait partie des Mormons, c'est-à-dire de cette génération qui est montée avec Emmanuel Macron et qui est advenue à la politique grâce à lui, autour de lui, avec les Émeliens, etc. C'est Julien Denormandie, actuellement ministre, et c'est vrai qu'il a visiblement... Julien, absolument, il est à l'agriculture, il a plutôt bien fait le job, et il a une relation de confiance, on va dire quasiment filiale avec Emmanuel Macron. Il n'a pas l'âge de son fils, mais en revanche, vous voyez, c'est un petit frère, et Emmanuel Macron le considère avec à la fois beaucoup de considération, mais aussi beaucoup de confiance. La deuxième piste en quelques secondes, Alexis. Cet élément-là peut jouer. Alors, les autres pistes sont des femmes libérales. Chacune dans leur genre. Christine Lagarde, qui représenterait une façon, au fond, de parler à cette bourgeoisie d'argent qui a massivement voté Macron, on le sait bien, dans les beaux quartiers, on a massivement voté Macron, et qui souhaite la poursuite de réformes allant, en gros, dans le sens d'une certaine libéralisation, notamment, bien sûr, la réforme de la retraite à 65 ans. Et quatrième piste évoquée aussi, ça ne veut pas dire que ça constitue une piste sérieuse, naturellement, je suis très prudent, c'est la très indépendante Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais un certain nombre, qui est plutôt de droite, de centre-droit, un certain nombre de conseillers d'Emmanuel Macron lui disent « Fais attention, elle n'en fera qu'à sa tête, et de toute façon, elle finira par redevenir une star à tes dépens, et elle va t'échapper. » Donc, il apparaît quand même assez probable que les profils retenus, on peut-être évoque aussi en dehors... Alexis Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Alors, qui, elle, serait plutôt, si vous voulez, je l'ai
pas dit, mais sur un profil, on va dire, plus technocratique. C'est une femme très sérieuse. Elle serait évidemment à son affaire pour toutes les réformes liées au travail, et notamment celle de la retraite à 65 ans. C'est une femme qui a fait plutôt du bon travail. Elle a aussi probablement la confiance d'Emmanuel Macron. Elle est moins, comment vous dire, glamour, entre guillemets, dans l'image que renverrait dans cette hypothèse la Macronie, que Julien Denormandie, qui lui représente, j'allais dire, le cœur du cœur de cette jeune génération des bébés Macron. Décryptage politique signé Alexis Lacroix, le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. En route vers les législatives désormais. C'est toujours à retrouver en podcast sur radioj.fr. À demain Alexis.